Dédollarisation de l'économie mondiale, le processus est lancé et il est inarrêtable, rassure Lavrov. Lors d'une conférence de presse ce 16 novembre, les chefs de diplomatie russes et vénézuélienne ont évoqué le renforcement de la coopération économique et financière entre Moscou et Caracas. Une coopération que les deux diplomates veulent inscrire dans une dynamique d'affranchissement des dictats des Occidentaux. Je cite: bientôt dans le cadre de notre architecture financière commune, nous allons avancer dans ce qui est appelé la dédollarisation, a déclaré ce 16 novembre Ivan Gil, qui est le ministre des Relations extérieures de la République bolivarienne du Venezuela. Et il a rajouté qu'ils espèrent procéder à l'utilisation des devises nationales dans les paiements dans le cadre des BRICS parce qu'ils pensent que ce sera utile. Et il le dit parce qu'ils veulent évidemment entrer dans les BRICS, une aspiration à laquelle Lavrov a rappelé le soutien de la Russie qui doit assurer la présidente tournante des BRICS en 2024. Un des aspects dont ils veulent se protéger et où la Russie est d'accord avec eux pour les aider, c'est le diktat des États-Unis et de leurs satellites. Donc le ministre russe rassure qu'il va élargir le recours au système de paiement MIR. D'ailleurs, Lavrov s'est félicité en disant que le processus est lancé et qu'il est inarrêtable. On l'appelle la dédollarisation, tout en rappelant que l'introduction de tels systèmes alternatifs à SWIFT figure à l'agenda des BRICS et que le recours aux monnaies nationales dans les échanges commerciaux est plébiscité par de plus en plus de pays. L'un des aspects du renforcement de cette coopération économique et financière est le développement au Venezuela du système russe de paiement bancaire MIR. Aujourd'hui, la plateforme MIR permet d'effectuer des paiements sur tout le territoire du Venezuela. Et c'est environ 36% des terminaux de paiement qui peuvent opérer avec la carte MIR. Ce système de paiement a été développé par la Banque centrale de la Russie comme une alternative nationale à Visa et à Mastercard après la première série de sanctions imposées à Moscou en 2014. Des sanctions d'ailleurs qui figurent en bonne place dans les discussions entre les deux diplomates. Leurs deux pays, le Venezuela et la Russie, sont victimes de sanctions occidentales, des restrictions unilatérales injustes qui visent à saper leur souveraineté. Lavrov admet que ça prendra un peu de temps, mais que malgré tout, la dédollarisation de l'économie mondiale avance de manière irréversible. Donc les États-Unis ne peuvent plus rien faire à l'État poussé. D'ailleurs, ils ont demandé à l'État brésilien d'abandonner le dollar de leurs échanges commerciaux mondiaux et de créer des alternatives à la monnaie américaine, notamment pour les transactions entre les membres des BRICS. D'où part cette affaire? On va faire un peu d'histoire. Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis de 1933 à 1945, disait: qu'en politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois que survient un événement, on peut être certain qu'il a été prévu pour se dérouler de cette façon. À partir de juillet 1944, après les accords de Bretton Woods, le dollar américain devient à la fois monnaie nationale et monnaie mondiale de référence. Cependant, les puissances d'argent de la Cité de Londres soutenaient une autre option, celle d'une monnaie mondiale conçue comme un panier de monnaie. Voilà. Rappelons que les fondamentaux sur lesquels repose la viabilité d'une monnaie sont d'une part l'adossement à des richesses réelles, tangibles, et d'autre part que celle-ci doit être émise en quantité suffisante pour pouvoir être utilisée dans tous les échanges nationaux et internationaux. En 1971, les États-Unis n'ont plus suffisamment d'or pour garantir l'intégralité des dollars en or. Donc il survient ce qui devait survenir. La convertibilité en or du dollar est fracassée. C'est à partir de cette date que le dollar américain en tant que monnaie mondiale sera désormais adossé au pétrole, ainsi qu'à son dynamisme économique intérieur, mais surtout à la bombe nucléaire. Concrètement, à partir de ce moment-là, la valeur du dollar ne repose quasiment plus que sur la force brute des États-Unis, c'est-à-dire leur capacité à faire militairement et monétairement respecter leur hégémonie dans tous les autres pays. En gros, la notion d'ordre juridique, de droit, d'égalité, tout ça à la poubelle. On revient à la loi du plus fort. Le début des années 1970 sera aussi le début d'une grande dérégulation financière. C'est là qu'ils vont faire la fabrication artificielle des actifs, les subprimes, les crédits default swap, ainsi que des captations des réserves monétaires des pays tiers, c'est-à-dire les pays alliés. Je parle là des membres de l'Union européenne, le Japon, etc. De véritables colonies financières. On comprend alors en partie, notamment pour la France, le pourquoi de la mise en place de la loi du 3 janvier 1973 qui modifie les statuts de la Banque de France et donne le coup d'envoi d'une dette qui n'aura de cesse d'augmenter exponentiellement et ainsi de vampiriser toutes les richesses nationales produites, donc par ricochet, les richesses de l'Afrique. La titrisation en faisant circuler dans le monde entier des actifs douteux associés à l'internationalisation du droit anglo-saxon, lobbying, trust, propriété économique, etc., permettront à ce système de fonctionner.
À partir de 1990, pendant que le dynamisme économique intérieur de l'Amérique faiblit, les besoins du dollar s'intensifient considérablement à raison du développement inédit des échanges économiques internationaux en même temps que celui de la concentration des capitaux. Maintenant que la solution de la planche à billets est exclue, les banquiers innovent avec le quantitative easing. La création monétaire est désormais adossée à des rachats d'actifs de plus en plus pourris, de plus en plus de mauvaise qualité en raison de la dérégulation financière qui s'accentue. La conséquence de cette fuite en avant est que le circuit financier international est devenu non viable. Le magazine The Economist avait dès 1988 prévenu le public du fait qu'un panier de monnaie, le Bancor, cette devise internationale originellement proposée en tant qu'étalon monétaire international, allait renaître autour des années 2018. L'avènement de cette monnaie mondiale a été préparé dans le secret. C'est pourquoi actuellement nous assistons à la grande manœuvre géopolitique consistant à la démolition contrôlée du dollar par l'entremise, plus ou moins à droite, de remise en cause de la suprématie américaine sur les échanges internationaux. Cette future monnaie qui chapeautera toutes les autres monnaies du monde devra circuler sous forme exclusivement dématérialisée. Et c'est précisément pour permettre la validation technique de ce projet que les médias et multinationales ont lancé à partir de milieu 2020 la Libra, crypto-monnaie dématérialisée initiée par Facebook. La Libra avait pour principale fonction politique de permettre la vérification in vivo et en grandeur nature du fonctionnement d'une telle monnaie de façon à les perfectionner et à les rendre parfaitement fonctionnelles. Une fois que les mises au point techniques seront faites, grâce à l'expérience de la Libra appelée aujourd'hui Diem, les DTS en tant que panier de monnaie pourront circuler sous forme dématérialisée en précisant que cette monnaie mondiale sera entièrement contrôlée par les élites bancaires globalistes. En attendant, parallèlement à cette évolution que je mets entre très gros guillemets, qui est plutôt une prison, un autre verrou est mené d'un autre côté consistant à la suppression de la circulation monétaire sous forme de pièces et de billets. On doit savoir qu'une fois en place, cette monnaie dématérialisée va contrôler parfaitement et définitivement la vie de tous ses utilisateurs, alors même que personne ne pourra échapper à cette dématérialisation monétaire pour les échanges nécessaires de la vie courante. On ne cessera jamais de le dire, celui qui contrôle la monnaie d'un peuple contrôle ce peuple. L'avènement de cette monnaie mondiale sera le premier pas institutionnel vers le gouvernement mondial oligarchique. N'oublions pas que les oligarques à la manœuvre sont précisément ceux-là qui ont organisé et profité de toutes les formes que l'esclavage a pris ces 400 dernières années. Ils ont aujourd'hui conquis les pouvoirs politiques de la quasi-intégralité des pays du monde par le contrôle qu'ils ont pris sur leur monnaie et sur le système économique mondial. Ce contrôle a pris la forme de corruption élevée au rang légal par les anglo-saxons. Ils ont appelé ça le lobbying. C'est la transcription juridique et donc la légalisation de ce que le droit traditionnel appelait corruption d'argent public. Littéralement, c'est ça. Maintenant, la corruption est légalisée. Je répète qu'on est toujours là en train de parler du monde libre, On parle du monde libre, du pays des droits de l'homme, etc., etc. Un des mécanismes qu'ils ont mis en place, c'est le Fonds pour l'environnement mondial. C'est un mécanisme clé dans le cadre du financement de la future monnaie mondiale. Le FEM est une organisation financière indépendante gérant le système de financement destiné, soi-disant, à mener des actions pour la préservation de l'environnement dans le cadre du développement durable. Il accorde, entre autres, des subsides aux projets liés à la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Lutte que je vais mettre entre de très gros guillemets. À l'origine, le FEM est issu du 4e Congrès mondial des terres sauvages, organisé en 1987 par le président de la banque privée Edmond de Rothschild. Le baron Edmond de Rothschild lui-même est parrainé par l'International Wilderness Foundation, dont il était l'un des administrateurs. Plus de 1500 banquiers et dirigeants parmi les plus puissants au monde ont assisté à ce congrès et qui était présidé par des gens tous affiliés au Rothschild. Depuis la fin des années 80 et le début des années 90, beaucoup de choses se sont accélérées et pas en bien. Le 11 septembre 1990, le président américain George Bush père, lors d'un discours prononcé devant le Congrès, disait ceci: « Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. La crise dans le Golfe Persique, malgré sa gravité, offre une occasion rare pour s'orienter vers une période historique de coopération. De cette période difficile, notre 5e objectif, un nouvel ordre mondial, peut voir le jour. Une nouvelle ère moins menacée par la terreur, plus forte dans la recherche de la justice et plus sûre dans la quête de la paix. » Que des mots dont ces gens ne connaissent aucunement la définition. Et on va d'ailleurs s'en rendre compte 11 ans plus tard, jour pour jour avec son fils, George Bush Jr. C'est une ère de guerre qui s'est ouverte. Partout, on voit de l'injustice, vraiment partout. Et ça ne doit pas nous étonner, parce que la capacité à mentir est l'une des qualités requises, nécessaires même voire obligatoires, dans le choix
des marionnettes gouvernementales. La gouvernance mondiale qui se prépare aura la même structure que les empires qui l'ont précédé. Finalement, ils ont crié à la démocratie partout pour revenir eux-mêmes à l'oligarchie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.